Et on s'intéresse ce soir à cette éventualité de frappe iranienne sur l'entité sioniste, une riposte inéluctable selon l'Iran. Téhéran a été clair à ce sujet et promet de venger l'assassinat d'Ismail Haniyeh. L'entité sioniste de son côté feint de craindre une frappe violente et met ses villes en état d'alerte. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hicham Lermissi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes analyste géopolitique, secrétaire de l'Institut international de recherche de la paix à Genève, le JIPRI. Alors on commence avec cette toute première question. Monsieur Lermissi, nous sommes en pleine guerre médiatique. Est-ce que c'est un peu un avant-goût, est-ce qu'on peut parler d'un avant-goût de cet embrasement dont tout le monde parle ? Alors la guerre médiatique, la guerre de communication, elle fait partie de la guerre, hein. Elle participe aussi de l'effet de surprise qui voudrait être mis en avant par l'une des deux parties, iranienne ou israélienne. Donc toute cette dimension, entre guillemets, communicationnelle, attente, incertitude, elle fait partie du jeu de la guerre, hein, si j'ose dire. Mais plus spécifiquement, aujourd'hui, un certain nombre d'indices laissent craindre un embrasement au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et l'Iran, évidemment, à la lecture de ce qu'il s'est passé ces derniers temps, et notamment l'assassinat d'Ismail Haniyeh, le responsable du Hamas, qui a eu lieu à Téhéran et qui met en cause directement l'État d'Israël, et pour lequel il semble évident qu'une riposte iranienne est à venir. Un certain nombre d'indices laissent à penser que cette riposte devrait avoir lieu en ces jours. Certains disent peut-être pour cette nuit. Il faut regarder déjà les indices boursiers. On a un début de krach boursier, notamment au niveau des marchés asiatiques, que l'on impute soi-disant à la situation conjoncturelle américaine, mais qui est très directement lié à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et à toutes les rumeurs qui circulent justement sur le scénario d'une frappe iranienne sur Israël, voire d'une frappe israélienne, entre guillemets, dite préventive, côté israélien, sur l'Iran. En fait, aucun des deux scénarios n'est à éloigner. Mais Monsieur Lermissi, cette escalade et cette exposition des forces, est-ce que vous pensez qu'elle présage une frappe stratégique qui pourrait franchir le point de non-retour ? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la guerre entre l'Iran et Israël, c'est une guerre qui dure depuis en fait plusieurs années. C'est une guerre qu'on peut qualifier de guerre secrète, d'une guerre par proxy, une guerre qui est souvent peu médiatisée ou médiatisée que d'un côté, c'est-à-dire qu'elle est médiatisée que lorsque les Israéliens frappent des figures iraniennes, c'est-à-dire soit des officiers des gardiens de la Révolution, soit le chef, le général en chef des gardiens de la Révolution, Qasem Soleimani, il y a quelques années, ou plus récemment les rumeurs disant qu'Israël serait derrière la mort du président iranien Raïssi, puis le dernier assassinat qui s'est déroulé à Téhéran, ou les bombardements sur les officines diplomatiques iraniennes à Damas. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que les Iraniens ont frappé à de multiples reprises Israël, ils ont frappé des navires israéliens, ils ont frappé des soldats israéliens, ils ont détruit le centre de renseignement du Mossad qui était présent à Erbil dans le nord de l'Irak. Donc il y a déjà en fait un conflit ouvert par proxy ou visant des cibles indirectes, voire directes, mais dans un certain nombre de limites du degré d'engagement. Ce qui s'est passé, c'est que Israël ne respecte pas en fait ce qui existe déjà en fait entre l'Iran et Israël dans l'affrontement qui existe et se permet de frapper en fait sur des cibles liées à du personnel important, du personnel décisionnel, ce que l'Iran jusqu'à aujourd'hui n'a pas fait. Aujourd'hui, il est clair que le régime iranien est poussé à bout et doit jouer, entre guillemets, sur sa crédibilité et va très certainement frapper lourdement Israël, mais dans une dimension que l'on ne connaît pas encore. Est-ce que les Iraniens vont frapper des cibles spécifiquement militaires ? Est-ce qu'ils vont frapper des cibles politiques ? Mais là, ça demanderait plutôt une logique qui requiert plutôt une opération de type plus ciblé, assassinat, voire frappe par drone. Mais je ne pense pas que les Iraniens disposent d'un système de renseignement sur place qui soit suffisamment performant pour le faire. On peut imaginer beaucoup de scénarios, voire même l'idée d'un engagement militaire direct iranien. Rappelez-vous, lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Japonais se sont engagés dans le conflit aux États-Unis, on a toujours dit que c'était les Japonais qui ont attaqué en
fait les États-Unis à Pearl Harbor, et on oublie de dire qu'auparavant, les Américains avaient mis en place un embargo total, notamment sur les hydrocarbures, visant le Japon. Les Japonais en étaient arrivés à la conclusion qu'il valait mieux frapper les premiers avant d'être frappés, et c'est peut-être ce qui va se passer avec l'Iran. Alors, l'ayatollah Ali Khamenei a promis, je cite, de punir le régime maléfique israélien suite à donc cette frappe qui a ciblé la Syrie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous avons ensuite constaté que la riposte était bien en deçà de la propagande qui a suivi l'agression. Est-ce que vous pensez que l'on pourrait assister au même scénario ? Alors, la riposte iranienne qui peut dater du mois d'avril est une riposte qui est en réalité une riposte extrêmement lourde, mais qui s'est basée plutôt sur une dimension limitative et symbolique. Je m'explique. C'est-à-dire que la riposte iranienne, ça a été celle d'envoyer un certain nombre de vecteurs, c'est-à-dire différents types de drones, un certain nombre de missiles de moyenne technologie, mais suffisamment de vecteurs pour arriver à la saturation en fait du système de protection antimissile israélien. C'est-à-dire qu'en fait, les Iraniens ont lancé suffisamment de vecteurs pour que le fameux Iron Dome, ou dôme de fer, en fait, ne puisse plus répondre du tout. Et à partir de ce moment-là, les Iraniens ont frappé avec des missiles un peu plus performants, dont aucun n'a raté sa cible. L'Iran a envoyé précisément 7 missiles sur des cibles militaires secondaires qui ont toutes touché Israël, sans qu'Israël soit en mesure de répondre. Et le message, il était clair, c'était de dire que l'Iran était capable de frapper très lourdement Israël, comme elle le voulait, quand elle le voulait. On pensait que le message avait été compris du côté israélien, mais manifestement non, puisque les provocations ont continué, les provocations contre l'un des responsables les plus importants de la branche armée du Hezbollah, et l'assassinat très humiliant pour l'Iran d'Ismaël Haniyeh sur le sol iranien. En l'occurrence, aujourd'hui, l'Iran est obligé de répondre parce que c'est le régime qui joue véritablement sa crédibilité. Dès lors, doit-on imaginer une réponse beaucoup plus grave, beaucoup plus importante, voire un engagement militaire direct? Cela dépend vraiment des discussions qui ont eu lieu au plus haut niveau des dirigeants iraniens. Très bien. Hicham Lahmisi, alors cette tension au Moyen-Orient semble inquiéter les États-Unis, mais est-ce qu'ils le sont vraiment, alors que l'assassinat, on le sait, l'assassinat du chef du Hamas a été fait avec le feu vert des États-Unis? Alors, ce qu'il faut se demander, c'est de savoir qui dirige qui, en fait. Est-ce que ce sont les États-Unis qui ont une emprise sur Israël, ou plutôt Israël qui a une emprise sur les États-Unis? Lorsqu'on voit la façon dont a été reçu un criminel de guerre, quelqu'un qui est poursuivi pour génocide, donc M. Netanyahou, je ne sais pas si je dois utiliser la particule monsieur, mais en tout cas, il a été reçu aux États-Unis avec le plus grand honneur, et on avait l'impression qu'il était véritablement, lui, le chef d'État et le commandeur en chef des États-Unis. C'était quelque chose d'assez perturbant, assez stupéfiant. Ce qu'il faut regarder, c'est que les États-Unis, pour l'heure, poursuivent et soutiennent totalement l'effort de guerre israélien. Il faut savoir qu'à Gaza, Israël a terminé quasiment 3 fois tous ces stocks d'armements et de missiles et de bombes diverses, et que les États-Unis sont toujours derrière Israël. Les déclarations du président américain démissionnaires, entre guillemets, en tout cas qui ne se représentent pas Biden, ont été claires. Elles ont été celles de dire que Israël était toujours les États-Unis étaient toujours derrière Israël. Vous remarquerez le lapsus, c'est pas vraiment le hasard, et que les États-Unis se montreraient prêts en réalité dans toute situation. Et c'est là justement que se pose le problème, et qui explique le pourquoi de la réflexion qui est posée en Iran. C'est que l'Iran n'a pas peur de frapper Israël. L'Iran est positionné dans une situation où frapper Israël, ça voudrait dire faire la guerre aux États-Unis. Et ça, c'est une autre paire de manches pour l'Iran. Alors une dernière question, si vous le voulez bien. Depuis le début du génocide à Gaza, on l'a vu, l'entité sioniste ne cesse de faire dans la provocation directe, elle ne cesse de vouloir impliquer l'Iran. Pourquoi est-ce que l'entité sioniste cherche-t-elle justement à faire sortir l'ours iranien de sa tanière? L'Iran représente un espèce de fantasme pour les Israéliens. Vous avez toujours en fait une obsession côté israélien depuis son existence, qui est celle de s'estimer toujours être sous le danger de potentiels rivales géopolitiques dans la région. On l'a vu avec l'Irak,
Et les Israéliens sont parvenus indirectement, par procuration, à travers les États-Unis, à la destruction de l'Irak, qui était le pays le plus développé, le plus évolué technologiquement et intellectuellement de tout le monde arabe. Aujourd'hui, la nouvelle lubie d'Israël, c'est l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran représente une puissance technologique. L'Iran représente également une puissance économique très supérieure à Israël en termes de PIB, en parité de pouvoir d'achat. Et surtout, l'Iran est leader, pas leader mondial exclusif, mais en tout cas se positionne parmi les leaders dans la recherche et développement d'un certain nombre de technologies de rupture, notamment technologies militaires, comme par exemple ce qu'on appelle la technologie hypersonique en matière de missiles. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique parce que cela remet en cause en fait l'équilibre de puissance dans la région. Demain, si l'Iran devait être mis à mal par les États-Unis, on pourrait imaginer que Israël rechercherait un nouvel ennemi et que du coup, ce serait peut-être la Turquie qu'il faudrait mettre à mal après l'Irak et l'Iran, parce que ça représenterait une puissance régionale importante pour Israël. Mais en tout cas, on est vraiment dans une logique qui est une logique extrêmement paranoïaque, extrêmement dangereuse et qui de toute façon vient expliquer le pourquoi de cette détermination Israël à vouloir en fait réduire l'Iran à portion congrue en termes d'influence géopolitique. Mais la réalité, elle est très différente. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des soldats iraniens qui sont présents à la frontière israélienne, que ce soit du côté libanais ou du côté syrien, et donc la configuration n'a absolument rien à voir avec celle il y a quelques années. Très bien, merci Hicham El Hamissi, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste géopolitique, secrétaire de l'Institut international de recherche de la paix à Genève.